Vous faites bien de suivre ESAE TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 26 octobre 1972, 26 octobre 2025, cela fait exactement 53 ans que l'armée a pris le pouvoir en République dahoméenne, actuelle Bénin, par un coup d'État. Ceci dans le but de dissoudre le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le feu général Mathieu Kérékou, commandant à l'époque, a pris la tête du nouveau gouvernement. Retour dans cette édition sur les principaux faits marquants de cette date ainsi que les fondements du dit coup d'État. Grand moment d'émotion et de recueillement pour la grande famille universitaire ESAE. Ce samedi 25 octobre 2025, parents, amis, collègues et connaissances ont accompagné à sa dernière demeure Eugénie Toudonou, épouse de Athanase Toudonou, directeur des études à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le film de la cérémonie dans ce journal. La Confédération africaine de football a rendu public cette semaine le calendrier complet de la Coupe d'Afrique qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Logés dans le groupe D, les Guépards du Bénin affronteront pour leur entrée en compétition les Léopards de la RD Congo le mardi 23 décembre 2025. On en parle dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. 26 octobre 1972 à 26 octobre 2025, cela fait exactement 53 ans que l'armée a pris le pouvoir en République dahoméenne, actuelle Bénin, par un coup d'État afin de dissoudre le Conseil présidentiel et l'Assemblée nationale. Le feu général Mathieu Kérékou, commandant à l'époque, a pris la tête du nouveau gouvernement. À ce propos, je vous invite à suivre dans un premier temps un récit qui retrace cette journée du 26 octobre 1972 et dans un second temps les fondements du dit coup d'État, une réalisation de ESAE TV. Le jeudi 26 octobre 1972, l'armée prend le pouvoir en République du Dahomey et dissout le Conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Ce jour, le chef de bataillon Mathieu Kérékou prenait le pouvoir. Cet acte décisif qui a mis fin à plus d'une décennie d'instabilité ouvrait la voie de la révolution au Dahomey, lequel finira par être baptisé Bénin. Le nouvel homme fort et les membres de son équipe ont su imposer leur autorité avant qu'elle ne s'essouffle en 1989 avec l'avènement de la démocratie. Jeudi 26 octobre 1972, à 14h30, le régime du Conseil présidentiel, avec son monstre à 3 têtes, est renversé. La station de radiodiffusion et le palais de la République sont investis par l'armée, désormais maîtresse de la situation. À 15h, le nouvel homme fort fait une proclamation. Celle-ci rappelle les circonstances qui ont amené le gouvernement militaire révolutionnaire, GMR, à prendre le pouvoir. Dans la proclamation lue par le chef de bataillon Mathieu Kérékou, le nouvel homme fort y dénonce la primauté des intérêts personnels au détriment de ceux et l'abrogation de l'ordonnance numéro 70/42/CP/DN du 24 juillet 1970 portant organisation générale de la défense nationale. La révolution a été caractérisée par des décisions et actions fortes qui ont marqué le pays. Dès qu'il a accédé au pouvoir, le GMR a édicté des communiqués. Le samedi 28 octobre 1972, la une de Dahou Express, éditée à l'époque par l'Établissement national d'édition de presse, ENEP, l'ancêtre de la nation, a annoncé les couleurs. Toute décision prise à la date du 26 octobre 1972 par une autorité autre que le gouvernement militaire révolutionnaire
et concernant le recrutement, l'affectation et l'avancement d'agents de la fonction publique sont nuls et de nul effet. Le même sort, rapporte le communiqué dans un deuxième alinéa, frappe toutes les décisions prises dans les mêmes conditions et tendant à une régularisation quelconque de la situation des agents de l'État. Les passations se sont déroulées dans la convivialité avec une certaine cordialité, semble-t-il. Le premier conseil des ministres s'est tenu, le chef de l'État recevant les membres du corps diplomatique en audience, en présence des membres du GMR, les a rassurés de son engagement à respecter les crises qui étaient répandues à travers le pays étaient désormais de compter sur ses propres forces, les ressources réelles dont disposait le pays. Les directives données étaient suivies à la lettre. Mieux, le système de gouvernance à la base avait permis de réduire les complots, permettant au pays de connaître une stabilité sur le plan politique. Du coup, le Bénin avait perdu son triste statut d'enfant malade de l'Afrique. Le pays avait connu une stabilité certaine. Certains cadres et autres personnalités ont collaboré et adhéré au mouvement élan de redressement impulsé par le GMR. Le président Mathieu Kérékou a dû donner un certain contenu à l'unité nationale. L'opinion publique a pu se rendre compte des brassages heureux qui ont ponctué ces 17 années de régime militaro-marxiste. Les tâches reprochées au Conseil présidentiel se sont progressivement corrigées. À présent, je vous invite à suivre les propos de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui se souviennent de cette date, des propos recueillis par EZAE TV. C'est la date du déclenchement de la révolution marxiste-léniniste. Ayant devant notre grand camarade de lutte, Mathieu Kérékou. La révolution du 26 octobre 1972, déclenchée par les jeunes cadres et hauts cadres militaires de la République populaire du Bénin. Mais c'était la République du Dahomey. À 14h30, les chars d'assaut conduits ayant à sa tête le capitaine Akpo Philippe faisaient triomphalement leur entrée au palais de la Marina, où le conseil présidentiel que nous appelons à l'époque monstre à 3 têtes était en pleine réunion. Alors là, le gouvernement militaire révolutionnaire les a eus. J'étais encore écolier au cours primaire de l'école publique de Boycon, au cours primaire de Boycon. Et si je ne me trompe, c'était le 26, c'était un mercredi. Et comme nous étions habitués au coup d'État, généralement quand les gens viennent d'évincer ou bien d'enlever un régime, ce qui annonçait l'événement, c'était la musique militaire. Donc dès que vous entendez on sait déjà que bon, quelque chose d'autre s'est encore passé dans le pays. Donc révolution de là, oui, des fois, il y a des prévisions, il y a des révolutions. Mais il y a des prévisions, il y a des prévisions. Il y a des prévisions. Le village, il y a des toglés. Il y a des toglés, il y a des délégués, il y a des CA, il y a des CA, mais il y a des donc révolution est là. Bon, il y a des prévisions. Il y a des prévisions, il y a des prévisions. 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 En réalité, on devait faire des cérémonies en l'hommage du 26 octobre. Je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas. Les 3 cerveaux pensants étaient Michel Aïkpe, capitaine, béret rouge. Janvier Assogba, capitaine, béret noir. Akpo Philippe, béret noir, chargé du matériel de la garnison de Ouida. Mathieu Kérékou, commandant, chef d'état-major général adjoint. Colonel Allé, chef d'état-major général de toute l'armée. L'armée de terre, parce qu'il n'y avait pas l'armée de l'air à l'époque. Oui,
Les trois dont j'avais précité étaient les cerveaux pensants. C'est eux qui ont initié l'idée. Mais on ne peut pas faire un coup d'État sans associer le chef d'état-major général et son adjoint. Allez, ayant déjà fait ses preuves en 1967, les jeunes cadres ont dit, cette fois-ci, nous allons confier le pouvoir au commandant Mathieu Kérékou, qui était un homme intègre, un haut cadre de l'armée, qui avait eu son diplôme de guerre en 1970. Nous avions plein de politiciens qui avaient l'ambition de gouverner, chacun à sa façon, ce qui fait que et les militaires aussi avaient envie de goûter à la chose. Ce qui fait que rapidement, soit c'est aller, soit c'est condoter, soit c'est... Et nous étions pratiquement habitués au coup d'État. De réunion en réunion, le 25 mercredi, ils étaient partis à la réunion et Mathieu Kérékou a intimé. L'ordre dit, bon, personne ne sort. C'est pour éviter la fuite. Si nous sortons demain, nous allons les prendre. Et ça a marché. Et le gouvernement militaire révolutionnaire, le GMR, a pris les pouvoirs. Il y a eu passation de service en même temps, ce 26 octobre. Ce que ça a amené, c'est la stabilité. Tout ce qu'on a obtenu de là, c'est la stabilité. Maintenant, à côté de la stabilité, ce qu'on a perdu, c'était la parole. Nous avons vu les Wanwa Thérèse, la Bangbata, mener la lutte au campus. Nous étions élèves et les mots d'ordre venaient pour la grève. On grèvait beaucoup en ce moment. Et Dieu sait comment ceux-là opéraient pour nous faire parvenir les tracts. Et quand nous on recevait les tracts, on se mettait en mouvement. C'est vrai que Kérékou a réussi à stabiliser le pays, mais lui-même, il en a eu son pour son compte. Oui, les mots quoi bosser à Zoéwa. Oui, nous avons démocratie. La branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon. Le Dahomey sera dirigé et commandé sagement par le gouvernement militaire révolutionnaire. C'était son discours. Je gagne 15 francs. C'est ma solde. Elles me suffisent. Mais je veux que tu saches, peuple béninois, qu'il y a eu dans ce pays 3 hommes, 3 politiciens qui gagnaient chacun inutilement 25 francs par mois. Désormais, ces 75 francs resteront dans les caisses de l'État. Je ne te le demande pas pour des fins personnelles. Dans le cadre des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé une simulation de réception de dossiers de candidature en vue des législatives et communales à venir. Une opération test pour jauger le dispositif mis en place et anticiper les éventuels défis au processus. Plus de détails dans ce reportage signé ESAE TV. À quelques mois des élections législatives et communales de 2026, la Commission électorale nationale autonome met en place les dernières dispositions pour la phase de dépôt des dossiers de candidature. Du 24 au 28 octobre 2025, les partis politiques sont attendus au siège de la Sénat à Cotonou pour déposer leur dossier de candidature. Une étape cruciale dans le processus électoral conformément au calendrier établi par l'institution. Ici, une simulation dans le cadre de la réception des dossiers. Cette phase permettra à la Sénat de vérifier la conformité des candidatures avant la publication des listes provisoires. Les partis politiques sont invités à se conformer aux exigences légales, notamment en matière de parité et de représentativité.
En lançant officiellement cette opération, la Commission électorale nationale autonome réaffirme sa détermination à garantir des élections libres, transparentes et inclusives. L'étape suivante, après le dépôt, sera la vérification des pièces et la validation définitive des candidatures avant le grand rendez-vous électoral de 2026. Le processus ainsi lancé ce 24 octobre 2025 se poursuivra jusqu'au mardi 28 octobre 2025. Les partis politiques y sont attendus. Retour sur cette actualité ayant défrayé la chronique cette semaine, saisie d'un recours contre l'ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou à propos de l'annulation du parrainage du député de l'opposition Michel Sodjinou. La Cour constitutionnelle du Bénin a ouvert ce lundi 20 octobre 2025 une audience plénière qui a été aussitôt suspendue et reportée pour le jeudi 23 octobre dernier. À la sortie de l'audience, une équipe de la rédaction de ESAE TV a recueilli les propos du requérant et secrétaire administratif du parti Les Démocrates, Kamar Wassangari, qui se prononce sur les raisons du report de l'audience. On l'écoute. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle suite à l'ordonnance sortie par le juge du tribunal de première instance de Cotonou qui a invalidé le parrainage du sieur Sodjinou Michel, l'invalidation qui a été faite sans tenir compte des décisions de la Cour constitutionnelle, surtout en prenant en compte la décision qui a connu le contrôle de conformité du nouveau code électoral. Donc nous avons saisi la Cour pour déclarer contraire à la Constitution et contraire à l'autorité de la chose jugée l'ordonnance du juge de première instance de Cotonou. Mais nous avons aujourd'hui, l'audience a été programmée aujourd'hui dans les conditions que vous savez, parce que en dehors du requérant que je suis, tous les autres honorables qui étaient venus pour nous soutenir ont été mis à la porte au motif que c'est seulement ceux qui ont, la personne qui a fait la requête qui pouvait se retrouver dans la salle. Mais nous avons demandé un report de l'audience qui a été accepté par la Cour pour le jeudi prochain à 10h, parce que dans la journée d'hier, il y a eu des éléments nouveaux et ça a permis de renforcer notre requête. Et nous sommes sûrs que le jeudi, le droit sera dit, parce que de cette décision, de la décision que sortira la Cour constitutionnelle, dépendra de beaucoup de choses dans le pays. Et c'est si on appelle les membres de la Cour constitutionnelle des sages, je pense que la sagesse va gagner et que la démocratie qu'on a connue depuis 1990, avec leur décision du jeudi, qui viendra le jeudi prochain, je pense que cette démocratie va revenir. Parce que nous avons des éléments solides, nous avons la propre jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui nous fortifie dans notre action. Et je pense que le droit sera dit et que bientôt notre duo de candidats, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, vont se retrouver dans le starting block. Et c'est sûr que le 12 avril, le Parti Les Démocrates remportera au premier tour les élections présidentielles. Convoqué à la police judiciaire ce mercredi 22 octobre 2025, le chef du parti de l'opposition Les Démocrates, Dr Thomas Boniaï, et le duo candidat à la formation politique à la présidentielle de 2026, Maître Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, se sont fait représenter par deux avocats. Selon les informations, les convocations transmises aux intéressés n'indiquaient pas les raisons précises de cette démarche judiciaire. L'objet de leur convocation reste encore inconnu. Ce mercredi, seuls leurs avocats, en la personne de Maître Francis Dako et de Maître Alao, sont allés représenter le duo du parti et leur président. Les avocats ont été informés que les convocations s'inscrivent dans une procédure pénale, ce qui implique la présence obligatoire des personnes concernées. Suivez dans cette capsule vidéo les précisions de Maître Francis Dako au sorties de la séance. Moi particulièrement, je suis là pour le compte de Maître Renaud Agbodjo, qui est avocat, et Maître Alao représentait en fait le président Yahi Boni. Et donc nous sommes à la police judiciaire juste pour répondre des convocations qui leur étaient adressées relativement à l'objet. Ils nous ont rappelé simplement que nous sommes en matière pénale et
que les intéressés eux-mêmes devraient être là. Et j'ai pu faire observer pour le compte de Maître Noah Gojo qu'il est avocat, et qu'en tant qu'avocat, il y a des règles procédurales qu'il faut respecter, conformément en fait aux usages et à la pratique en matière donc, de poursuite des avocats. Ils connaissent parfaitement les prescriptions de nos règles communautaires. Il faut passer par le parquet général, qui a un avis de bâtonnier, qui opine sur la plainte avant que la police judiciaire ne puisse poursuivre cette enquête vers l'avant. Donc on s'en est arrêté là. Voilà. Vous savez de quoi il s'agit? Non, malheureusement pas, parce que ils n'ont pas voulu s'ouvrir sur l'objet de la plainte. Réunie en audience plénière ce jeudi 23 octobre 2025, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente dans le recours introduit par le parti de l'opposition, les démocrates, contre la décision du tribunal de première instance de Cotonou, relative donc au parrainage du député Michel Sodino. À cet effet, nous vous invitons à suivre Gaston Augustin Abalo, avocat au barreau du Bénin et de certains requérants, qui clarifie la décision de la Cour. Suivons-le au micro de ESAE TV. Nous venons de finir à la Cour constitutionnelle qui a connu ce jour des différents recours élevés contre l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Et la Cour, après avoir examiné les 5 recours soumis à son attention, a retenu tout à l'heure dans sa décision, notamment le dispositif, qu'elle se déclare incompétente en l'état. Je suis aussi surpris, comme vous, parce que de toutes les décisions que j'ai eues à voir, à entendre, à lire, la Cour s'est souvent déclarée incompétente, mais je n'ai pas souvent relevé ce groupe de mots en l'état. Je ne sais pas si c'est les conditions exceptionnelles dans lesquelles nous sommes, s'agissant du contentieux électoral ou bien de la matière électorale, qui font que la Cour a choisi d'ajouter ce groupe de mots. Toute chose que nous savons est que ça inquiète, ça interpelle beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que la Cour voudrait dire en se déclarant incompétente en l'état. Nous, en ce qui nous concerne, on retient que c'est une décision de la Cour constitutionnelle qui est insusceptible de recours, et nous attendons surtout de lire la décision pour comprendre les motivations qui ont conduit la Cour à se déclarer incompétente en l'état. Je suggère que nous attendions carrément de recevoir l'intégralité de la décision de la Cour, de lire les motivations sur la base desquelles elle a débouché sur ce dispositif, et nous saurons davantage. Si les circonstances évoluaient, peut-être que la Cour reviendrait encore nous dire autre chose, puisque nous sommes dans un état certain aujourd'hui. Peut-être que dans la minute qui suivra, les jours qui suivront, on peut être dans un autre état. Les possibilités qui s'offrent aux requérants, a priori, il nous est enseigné que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Donc en droit, ils n'ont pas de recours à relever contre cette décision-là. Mais il leur est permis de revenir saisir la Cour dès qu'ils auront d'autres éléments nouveaux, dès qu'ils seront dans de nouvelles circonstances qui, selon eux, motiveraient un revirement de la Cour. Le juriste et membre fondateur du parti Les Démocrates, Nouroudine Saka-Saleh, a saisi la Cour constitutionnelle pour demander la suspension du processus électoral en cours. Reçu par Abdelkader Achiro dans l'émission L'invité matinal de ce mardi sur ESAE TV, le juriste s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à déposer une requête à la Cour constitutionnelle. Suivez un extrait de son argumentaire. J'ai fait un recours hier, je l'ai déposé hier matin, et c'est parce que je suis resté un peu convaincu de ce que j'ai toujours dit depuis que le parrainage est intervenu dans notre paysage politique. Moi, je n'ai jamais considéré le parrainage comme un critère sélectif des candidatures. Pour moi, ça n'a jamais été un critère qualitatif pour sélectionner des meilleures candidatures, parce que
s'il vous souvient, Paul Humpé a été candidat en 2021 déjà, oui, avec un certain nombre de parrainages, mais il n'a eu que 2%. Donc pour moi, si c'était un critère qualitatif, le score aurait été un peu plus important que cela. Je l'ai martelé tellement de fois sur les chaînes à l'international, dans les interviews, dans mes interventions, que le parrainage était plutôt une invention politique d'exclusion. Que le parrainage était une invention pour décider de qui serait candidat et une manière d'enlever la souveraineté et le choix électoral aux populations. À cause du parrainage aujourd'hui, nous ne pouvons plus librement choisir qui nous voulons comme dirigeants parce qu'on nous insère dans des couloirs, dans des canaux dans lesquels nous devons rentrer. C'est ce qui justifie l'abstention que nous connaissons dans les différentes élections présidentielles qui sont intervenues depuis l'instauration du parrainage. Donc, à mon niveau, j'ai toujours considéré le parrainage comme étant une mauvaise chose. Et ce qui se passe aujourd'hui le prouve encore plus fortement. Retour sur la validation provisoire des candidatures pour la présidentielle de 2026. Romiad Wadayi et Mariam Tchabi Talata, d'un côté, Paul Humpé et Roch Judicaël Rouanou de l'autre côté sont les deux duos qui figurent sur la liste provisoire des candidatures validées par la Sénat. Liste provisoire rendue publique par la Commission électorale nationale autonome Sénat le mercredi 22 octobre dernier. Selon la décision, ces duos ont présenté des dossiers complets et conformes au code électoral en vigueur. Le point dans cet élément signé Bénin TV. Romuald Wadayi, Mariam Tchabi Talata d'un côté et Paul Humpé et Roch Judicaël Rouanou sont donc les deux duos qui figurent sur la liste provisoire des candidatures validées par la Sénat. Liste provisoire rendue publique par la Commission électorale nationale autonome ce mercredi 22 octobre 2025. Selon la décision, ces duos ont présenté des dossiers complets et conformes au code électoral en vigueur. Pour les duos dont les candidatures sont rejetées, la Sénat relève notamment un manque de pièces essentielles comme les fiches de parrainage requises et la quittance du cautionnement. Il dispose de 48 heures pour saisir la juridiction compétente. L'affaire parrainage du député des démocrates Michel Sodjinou a connu un nouveau rebondissement avec sa sortie médiatique du dimanche dernier. Une intervention qui vient remettre en cause les informations précédemment communiquées par le parti, lesquelles informations suscitent des commentaires et réactions au sein de l'opinion publique. Au micro de ESAE TV, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés sur le sujet. On regarde. Je pense que lui-même, il a vu ce qu'il a fait, c'est irresponsable. Si bien qu'il tente de se défendre. Il tente de se défendre et il doit accorder son parrainage. Même le premier parrainage, normalement, doit être valable. Il est en train de faire une confusion terrible parce qu'il oublie qu'il a été mandaté par le parti et les membres et sympathisants qui ont voté pour lui, je crois dans la 19e circonscription, qui ont voté pour lui. Et qu'il doit comprendre aussi que le parrainage ne lui appartient pas, que le parrainage appartient au parti. Et que lui, ce qui lui appartient seulement, ce ne sont que les avantages liés au poste de député. Sodjinou, toujours, ces sorties médiatiques ont été claires. Sodjinou a été clair. Bien avant, l'ancien président du parti, les démocrates, Éric Mouté, a dit que c'est depuis qu'ils étaient rentrés en possession de leur parrainage, que dans le bus, Sodjinou ne voulait pas remettre son parrainage. Donc ça a dit qu'il a déjà antécédent dans leur parti démocrate. Et dans les propos du président Éric Mouté, nous entendons qu'il supplie Sodjinou à remettre. Comment vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et vous êtes seul, sur 28, vous êtes seul. 2021 de Fio, au Bikwengbe, Somi, Togaleton, au Demen Miton, Soui, et donc, de mi parrainage ton et de mi konkaka Hukia Madougou.
et Jomi, bon, maintenant c'est parrainage, ton Johnny. Bon, et n'a eu plein, c'est quoi? Et donc, nous, quand on connaît mot, parti de mes cas de UPMD. Et donc, nous, quand on connaît mot, donc, c'est Joe. Ah, ben, c'est qu'il gagne, donc, parrainage appartient nous et au parti politique appartient à mes de l'ISO, parti de l'ISO dio. Si tu dis ouais, si alliance ouais. C'est pour éviter toutes ces situations que le législateur a bel et bien dit, prévu que le parrainage appartient au parti et que aucun député ne peut encore parrainer un candidat qui n'est pas choisi par son parti. So dit nous normalement derrière le père mais on bâton Dieu vraiment nous tu arrive mais on a démissionné to ho et yo tinde nous a fait dion et we a Dieu Élysée vraiment nous Élysée mami et non est passé à Élysée mani parce que père de Dieu vraiment yo a so gbo si nous a wa. Quoi qu'en soit ce qui se passe, il n'y a aucun parti politique dans ce pays qui n'a pas de problèmes internes et ça se règle toujours. Mais ça se règle à l'interne. Et de ce fait, je crois que unanimement sur les 28 députés que les LD ont, la majorité, les 27, ont choisi de parrainer le candidat choisi, M. Renaud Agbodjoa. Donc du fait, monsieur l'honorable Sodinou devrait se plier à la règle de la discipline, à la règle de la majorité, qu'il soit d'accord ou pas. Dans n'importe quelle association, c'est toujours la voix de la majorité qui importe. La situation au niveau du parti Les Démocrates continue de susciter de vives réactions sur la toile. Invité sur le live TikTok de Cédric Moras Zondo ce 23 octobre, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rungwidji est revenu sur cette situation qui écarte le parti Les Démocrates de la présidentielle de 2026. Suivez un extrait de ses propos. Que ce soit clair tout de suite et pour tout le monde, nous, à la majorité présidentielle, nous ne sommes pas et nous n'avons aucune raison d'être contents de ce qu'il se passe au sein du parti LD, parce que nous savions que c'était l'occasion, encore une fois, de battre proprement et à la régulière ce parti et ses candidats lors des élections de 2026, comme ils ont été battus en 2023 lorsqu'ils prétendaient qu'ils étaient le plus grand parti politique du Bénin, le parti du peuple, le parti que tout le monde aime, mais le parti qui a quand même peur de ne pas réaliser 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Donc nous étions prêts à les battre à nouveau. Et puis, nous avons vu les réformes qui sont intervenues à l'Assemblée nationale sous l'égide de la majorité présidentielle ont pris le soin de sécuriser les élus LD. D'abord, nous avons tenu compte du nombre de parrains dont le parti disposait pour être sûr qu'il ne pourra prendre part à l'élection présidentielle tant qu'il le voudrait. Nous avons pris le soin dans la loi de sécuriser ces élus en faisant en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de débauchage et que si quelqu'un venait à parti il ne puisse pas parrainer un candidat autre que celui que son parti aura identifié ou celui avec lequel son parti aura conclu un accord. Nous avons fait tout ça au profit de ce parti. Regardez, nous avons observé que le député Basile Ahossi, qui n'est pas n'importe qui, au sein de ce parti et dans notre pays, pour les responsabilités qu'il a occupées et qu'il occupe encore aujourd'hui, tout en étant membre de ce parti d'opposition, a dit, lorsqu'il a vu le profil de notre candidat, M. Wadaï, il a dit « Je soutiens le candidat que la majorité présidentielle a désigné. Néanmoins, je reste membre de mon parti politique. » Regardez, en toute logique, celui qui a dit ça, s'il avait refusé de remettre son parrainage à son parti, on dirait qu'il est cohérent envers lui-même. Mais s'il n'avait pas remis son parrainage, depuis longtemps, on aurait fait le débat de « Ah, le parti ne pourra pas avoir de candidat à la présidentielle » et tout le monde dirait alors, comme il a dit qu'il soutient le candidat de la mouvance, c'est donc la mouvance qui lui a demandé de ne pas remettre son parrainage et c'est la mouvance qui ainsi aurait empêché LD d'aller aux élections. Heureusement, M. Ahossi a déposé son parrainage au parti. Depuis lors, avec cette actualité-là, regardez, que ce soit M. Sodinou qui parle, que ce soit M. Hundete qui écrit et qu'on écoute, que ce soit M. Saka Fikara, tous autant de personnalités qui n'ont jamais applaudi les actions du président Talon
Et s'il leur arrivait d'être obligé de le faire, c'est du bout des lèvres, comme M. Houndete la dernière fois à la Ghani, qui, émerveillé et ne pouvant ne pas apprécier, lorsqu'il a fini de dire les bonjours, il a dit, bon, de toute façon, ils font leur devoir. Ceux qui ont fait ça, c'est leur devoir. Bon, c'est des gens qui ne nous ont jamais applaudi et qui racontent eux-mêmes ce qu'il se passe au sein de leur parti, tout ce qu'ils disent là. Qu'est-ce qui nous concerne dedans, nous? Lorsque Saka Fikara parle, lorsque Soji nous parle, lorsque Eric Houndete parle, et qu'ils font cas des misères, des difficultés, des humiliations et autres qui auraient cours dans leur parti. Lorsque j'écoute les audios d'autres militants anonymes, les écrits de militants anonymes qui rendent compte de ce qu'il se passe au sein de ce parti-là, qu'est-ce qui concerne la majorité présidentielle dans les déboires que ce parti rencontre, au point qu'on dise c'est le président Talon, c'est la majorité présidentielle qui ne veut pas qu'ils aient un candidat. Moi, je considère que, franchement, c'est leur gouvernance interne et il ne m'appartient pas de m'attarder là-dessus. Je regrette juste, à l'heure où nous parlons, ça peut changer dans 48 heures parce que la Sénat fait un point des listes éligibles pour prendre part à l'élection, ils ne remplissent pas les conditions, ils ont 48 heures pour se pouvoir. Si après 48 heures ils ont raison, ils seront de la partie, je le leur souhaite, mais à l'heure où je parle, mon regret c'est qu'ils ne soient pas qualifiés pour qu'on solde cette affaire encore une fois en 2026, et cette fois-là je crois pour de bon, parce qu'ils auront enfin compris qu'ils sont loin, très loin d'être le parti majoritaire dans l'opinion au Bénin. On passe à présent aux élections communales de 2026. Les enregistrements de déclaration de candidature se font déjà noter ce vendredi 24 octobre 2025. L'information est donnée par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, à la veille du processus conformément au calendrier électoral. L'enregistrement prendra fin le 28 octobre prochain. À ce propos, le président de la commission a lancé un appel aux partis politiques désireux de prendre part à cette compétition électorale. On l'écoute ici au micro de Bénin TV. La crédibilité de ces élections se construit dès cette étape de présentation des dossiers de candidature. Outre les 8 pièces habituellement requises pour la déclaration des candidatures, une exigence du code électoral impose à tous les partis politiques de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Autrement dit, une liste de candidatures doit être constituée pour les 546 arrondissements de notre pays, soit un total de 3630 candidats titulaires et suppléants par parti politique. La conséquence de cette disposition est claire. L'absence du nombre requis de candidats sur une liste entraînera de fait son rejet par la Sénat sans aucune possibilité de la compléter ultérieurement. Je recommande donc fortement aux partis politiques de procéder aux vérifications nécessaires avant de se présenter devant les agents d'enregistrement de la Sénat. C'est fort de ces constats et dans le souci d'accompagner les partis politiques que la Sénat a conçu et mis à votre disposition une plateforme informatique pour un établissement rapide et efficace de la liste des candidats. J'ai bon espoir que chaque parti politique en fera un usage judicieux et sera prêt pour l'enregistrement de sa déclaration de candidature à partir du vendredi 24 octobre 2025 et jusqu'au mardi 28 octobre 2025, dernier délai. Pour le bon déroulement des opérations, j'invite instamment les partis politiques à ne pas attendre le dernier jour ni le dernier moment pour se présenter à la Sénat. Je voudrais rassurer les uns et les autres que la Sénat a pris toutes les dispositions nécessaires pour que, dès le vendredi 24 octobre 2025 à 8 h, ces équipes soient à votre disposition pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement des déclarations de candidature.
Dans un autre registre, la cité ministérielle reçoit déjà ses occupants et usagers, à l'exception des ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Finances, des Affaires étrangères et du Développement. Tous les autres départements ministériels ont déjà aménagé dans les nouveaux locaux de la cité. C'est l'aboutissement d'un projet qui vise à moderniser l'administration publique au Bénin. À cet effet, une visite du site a été organisée au profit des professionnels des médias lundi dernier. Le compte rendu avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Implantée sur le boulevard de la Marina, non loin de la statue de l'Amazone, la cité ministérielle a ouvert ses portes depuis le mercredi 1er octobre 2025, après 4 ans de travaux. Un complexe de 10 bâtiments R+5, le projet est conçu pour regrouper 20 ministères dans un même espace. Mais actuellement, 16 ministères ont déjà aménagé dans les nouveaux locaux de la cité. Le projet est piloté par la Société immobilière et d'aménagement urbain. Presque 1500 bureaux qu'il y a sur ce site sont affectés donc à ces ministères. Et depuis cet effectif, nous essayons donc d'aménager et donc de rendre commode l'espace avec les facilités. Dans chaque ministère, nous avons le cabinet, nous avons les salles de réunion du cabinet du ministre, les salles de réunion des directions centrales, et tout est au point aujourd'hui. Les fonctionnaires travaillent agréablement sur ce site. La cité dispose d'un restaurant pour le personnel, d'un parking automobile moderne à 3 niveaux, d'une capacité de 500 places et d'espaces verts. Le dispositif sécuritaire est également assuré. La garde nationale est présente aux côtés des agents de sécurité civile. Plus de 900 caméras sont disposées sur l'ensemble du site et toutes sont concentrées dans cette salle dite de contrôle. L'objectif du gouvernement à travers ce projet est de moderniser l'administration béninoise pour plus d'efficacité et de réduction des coûts liés à la location de bureaux pour l'État. Nous avons enfin une cité qui n'y a pas de pareil en Afrique de l'Ouest tout au moins. Nous avons une cité qui est enviée, qui fait l'objet de beaucoup de visites. Ce joyau sera complété dans quelques mois avec la cité administrative d'Abomey-Calavi, qui fonctionnera en duo avec la cité ministérielle et qui recevrait les agents des services déconcentrés, des services techniques des 10 ministères. La cité ministérielle est construite sur un site de 5 hectares. Elle répond aux normes modernes d'efficacité, de confort et de sécurité. Cette relocation va permettre d'améliorer la coordination des actions gouvernementales et renforcer la collaboration intersectorielle. La cité ministérielle devient progressivement le cœur administratif du Bénin. Elle est depuis le début du mois d'octobre le symbole parmi d'autres magnifiques architectures de la révolution infrastructurelle en cours au Bénin. La toute nouvelle cité ministérielle place des martyrs ou du souvenir dans un écrin futuriste et écologique. Le complexe administratif moderne a accueilli pas moins de 15 ministères. Suivez dans cet élément la visite guidée avec une équipe de la rédaction de Bénin TV. Au cœur de la ville de Cotonou, la cité ministérielle se dresse dans toute sa splendeur, construite sur un domaine de 5 hectares. Avec une architecture moderne de 10 bâtiments identiques, la cité, conçue pour recevoir une vingtaine de ministères, abrite déjà 16 cabinets ministériels. Elle dispose d'un espace commode avec des facilités. Dans chaque ministère, nous avons du cabinet du ministre, les salles de réunion des directions centrales. Nous avons également mis en route depuis cette même date le food court, qui est un espace réellement qui permet donc d'offrir les commodités, le repas entre midi et 2 au personnel qui travaille ici. Et surtout que nous sommes au cœur de la ville, le gouvernement a décidé que cet espace soit également ouvert aux autres fonctionnaires, aux usagers qui sont aux alentours. En
Environ 1500 bureaux, un dispositif de sécurité moderne et renforcé et un parking à 3 niveaux de 500 places composent le joyau. La part belle a également été faite au volet paysager afin d'offrir un cadre de vie sain aux fonctionnaires et ainsi améliorer leur productivité. Les dispositions relatives à l'entretien sont également prises. Une dizaine de PME locales travaillent au quotidien pour assurer la propreté des lieux. Depuis quelques temps, on a commencé à faire le nettoyage. Nous, on s'occupe de l'intérieur. Il y a aussi une équipe qui va nettoyer aussi l'extérieur. Et il y a une autre équipe qui s'occupe des doigts verts. Il y a une équipe de nuit et il y a une équipe de jour. Nous veillons beaucoup à ça pour que ce que le gouvernement a investi ici ne soit pas détérioré dans les jours à venir. Ces premiers bénéficiaires doivent être les tout premiers à sauvegarder ce joyau que nous avons. Donc nous appelons leur attention sur la nécessité d'avoir les comportements éco-citoyens responsables pour entretenir, de par leurs gestes, mais aussi avoir présent à l'esprit tout l'investissement qu'il y a derrière, que nous devons sauvegarder tous pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand on arrive, on sente, voilà, c'est les bâtiments qui font la signature et la distinction de notre pays. La cité ministérielle fonctionnera en duo avec la cité administrative d'Abomey-Calavi qui ouvrira bientôt ses portes aux agents des services déconcentrés et services techniques des ministères. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, c'est un moment d'émotion et de recueillement pour la grande famille universitaire d'ESAE. Ce week-end, parents, amis, collègues et connaissances sont accompagnés à sa dernière demeure, Eugénie Toudonou, épouse de Athanase Toudonou, directeur des études à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Retour sur ces moments avec la rédaction de ESAE TV. Il est un peu plus de 20 heures dans la maison mortuaire, ici, à Tiangpamé, à Akpakpa. C'est la veillée eucharistique de Dame Eugénie, épouse Toudonou. Sous la bâche, des chaises sont disposées. Proches, amis et connaissances se sont rassemblés pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Ici, le temps semble suspendu. Entre chants, prières et larmes, chacun exprime à sa manière la douleur de son départ. Akluno eyi akodo fiwe noviche nakua loa din desuwa unywe dododo abianu debu do mau sia mau nanawi Jésus dani doji novitoe nafon. Autour du cercueil, quelques amis disent leurs prières. Pour beaucoup, cette veillée n'est pas seulement un moment de tristesse, mais aussi d'hommage. Au petit matin, le silence revient. La messe des obsèques a réuni fidèles, parents et connaissances à l'église catholique Sainte Trinité d'Avotrou. Dans une ambiance mêlée de tristesse et d'espérance, les chants liturgiques ont élevé les âmes. Les mots du célébrant ont rappelé la foi et l'espérance chrétienne. La mort n'est pas une fin, mais un passage vers la vie éternelle. Ainsi s'achève un dernier au revoir, entre douleur du départ et espérance de la résurrection. La communauté de Tiangpamé se souvient d'un être dont la lumière continuera de briller dans les cœurs. Repose en paix, maman Eugénie.
On poursuit cette édition. Les cadres et leaders de l'arrondissement de Takon se sont réunis en assemblée générale le dimanche 19 octobre dernier dans la maison des jeunes de Takon. Occasion pour eux de présenter les différents rapports d'activité au titre de l'année écoulée. ESAE TV y était. Voici leur récit. Un an s'est écoulé depuis leur dernière assemblée générale. Ici, les cadres et leaders de l'arrondissement de Takon font le point de l'année écoulée. Je ne peux pas dire que les objectifs ont été atteints en 5 ans. Mais ça n'a pas suffi quand même à émousser notre ardeur. La journée d'aujourd'hui va nous permettre d'asseoir de nouvelles bases, un nouveau dynamisme, un nouvel engagement et une promesse que, ensemble, avec notre arrondissement, des gens d'ici, et d'ailleurs, parce que Takon, nous sommes très nombreux, mais on ne se connaît pas. Et notre rôle à nous, c'est de faire les choses autrement, pour que tous les fils et filles de Takon se connaissent. À l'ordre des activités menées aujourd'hui, la présentation des différents rapports d'activité. Nous avons désormais un bureau composé de 19 membres, qui sera composé de 19 membres. Donc en gros, nous passons d'un bureau de 17 membres à un bureau de 19 membres, donc une augmentation de 2, avec une répartition, une nouvelle répartition des attributions. Pour la plupart des membres du bureau, nous avons voulu préciser que le membre en question doit pouvoir résider sur le territoire national pendant la majeure partie de l'année. Au jour d'aujourd'hui, nous avons en caisse 575 533 francs CFA. Ça veut dire que les ressources que nous avons pu avoir au cours de l'année s'élèvent à 694 533, plus 37 000 francs, plus 6 000 francs, moins les 165 000 francs, ce qui nous donne le montant que je viens d'évoquer, c'est-à-dire 575 533 francs. Modification des titres, nouvelles réformes et bien plus encore ont permis d'évaluer les réalisations au titre du mandat du bureau ayant exercé pour les 5 dernières années. Je suis très content et très ravi du dynamisme, de la force, de ce que le bureau exécutif a présenté comme les activités effectuées, les recommandations et les difficultés et autres. Nous sommes là aujourd'hui très sidérés parce que tout a été clair, tout est bien fait et tout a été voté à l'unanimité. La journée d'aujourd'hui a été une belle journée parce que nous avons connu un engouement total au niveau des membres de l'association, des gens qui sont sortis pour soutenir l'initiative. Ça prouve que le développement de Takon, que les populations ont au cœur le développement de Takon et qu'ils veulent que les choses aillent de l'avant. Cette assemblée générale a pris fin par la démission du précédent bureau exécutif des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon pour laisser place à un nouveau qui va prendre les rênes de l'association pour les 5 prochaines années. Dans le même registre, les cadres et leaders de l'arrondissement de Takon ont désormais un nouveau président. Il s'agit de Clément Adeoti Adéchian, ancien premier vice-président de l'association. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions lors d'une assemblée générale élective tenue le samedi 18 octobre dernier à la Maison des Jeunes de l'arrondissement. ESAE TV pour le compte rendu. Clément Adeoti Adéchian est désormais le président des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon. Pendant 5 ans, le fondateur des universités ESAE a assuré le poste de premier vice-président de l'association avant d'en prendre les rênes pour un mandat de 5 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons 5 années devant nous, 5 années pour combler vos attentes, pour tenir des promesses. Nous ne sommes pas des politiciens, nous n'avons pas un mandat de politiciens. Nous n'avons pas un pouvoir public pour débloquer des fonds pour des réalisations pour notre arrondissement. Mais s'il y a quelque chose que nous pouvons faire, s'il y a quelque chose que nous sommes capables de mener à bien, c'est de servir d'interface
Pour accomplir sa mission, le nouveau président s'entoure de 5 vice-présidents avec des déclinaisons différentes. J'ai la chance d'avoir avec moi des personnes pétries d'expérience qui sont tout le temps aux prises avec les pouvoirs publics et qui font déjà de grandes réalisations dans notre commune, déjà dans notre arrondissement, avec le président Héroguet, à nos côtés le docteur Noël et tout ce monde-là, vraiment, qui rejoignent l'ancienne équipe qui était déjà là. Nous allons nous mettre ensemble, nous atteler à la tâche pour que tous les points que vous avez relevés tout à l'heure lors des débats, ces points-là puissent être relevés pour le bonheur de notre arrondissement. Pour les cadres et leaders de l'arrondissement de Takon, c'est un bureau porteur de perspectives heureuses pour la communauté qui vient de prendre la tête de l'association. C'est un ressentiment de joie et de bonheur de pouvoir participer à l'évolution de notre village. Je ne dirais pas à la modernisation, mais quand même à beaucoup de choses à faire pour que ce village-là puisse avoir un nom. Bon, c'est vrai qu'on s'appelle déjà Takon, mais bon, il faut que le Takon soit effectivement connu de l'extérieur. Vu le dynamisme du PVP après le départ, paix à son âme, de notre leader, notre président, son excellence M. Alagbada Nicodème, qui fut le président, et le PVP n'a pas lâché, et M. Adéchia Clément, il a tenu dur et il a toujours continué et ça a toujours marché. Et jusqu'à présent, nous sommes vraiment contents. Il convient de le rappeler, l'Assemblée générale élective, qui a consacré l'élection du nouveau bureau exécutif des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon, s'est tenue au même moment que l'Assemblée générale, au cours de laquelle le précédent bureau a laissé place au nouveau. Dans le reste de l'actualité, l'ONG Change Global World a organisé la première édition de la journée de réflexion de la jeunesse du 13e arrondissement de Cotonou le samedi 25 octobre dernier à la Maison des Jeunes d'Agla. Cette édition est basée sur le thème « Jeunesse, ensemble pour l'emploi, l'entrepreneuriat et la citoyenneté active ». Le reportage de EZAE TV. Rapprocher l'administration des administrés, c'est l'objectif principal de cette première édition de la journée de réflexion de la jeunesse du 13e arrondissement. Organisée par l'ONG Change Global World, cette première, qui a réuni les 14 quartiers du 13e arrondissement, est basée sur le thème « Jeunesse, ensemble pour l'emploi, l'entrepreneuriat et la citoyenneté active ». Une initiative inspirée par un constat. L'idée de cet événement est née suite à des plaintes des jeunes. Beaucoup de jeunes viennent à nous par rapport à des plaintes d'emploi, c'est-à-dire il n'y a pas d'emploi dans le pays, ça ne va pas. À ce niveau, nous nous sommes dit, mais avec tout l'effort que le gouvernement actuel a mis en place par rapport à l'employabilité et à l'entrepreneuriat, comment se fait-il que les jeunes encore de notre arrondissement se plaignent si tant? Il fallait prendre contact avec ces structures pour qu'ils viennent à la base, pour qu'ils viennent à leur chevet, pour pouvoir échanger B2B avec eux. Les participants ont été entretenus par plusieurs responsables étatiques, entrepreneurs et coachs. Les détails des dispositifs de promotion de l'emploi, les opportunités publiques et privées et bien d'autres aspects ont été abordés. Au-delà d'informer nos jeunes sur tout le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir les accompagner dans leurs différents projets, que ce soit des projets de salariat, que ce soit des projets d'entrepreneurs, il a été nécessaire en fait de situer l'ensemble de ces dispositions de l'État dans un cadre plus global sur le développement économique de notre pays. Les choix qui ont été faits par le gouvernement en matière de développement économique, il a été nécessaire de les rappeler et surtout, il a été nécessaire d'informer les jeunes sur l'évolution de notre monde, sur l'adaptation des curricula de formation aux nouveaux besoins du marché de l'emploi. L'information est quérable et portable. Le jeune ne peut pas rester tout le temps dans sa maison et veut que tout ce que l'État a mis sur pied pour l'accompagner vienne jusqu'à lui dans sa maison. Pour s'inscrire à l'AMPE même, c'est en ligne. Donc, c'est sur une plateforme. Et c'est après l'inscription
que votre dossier est affecté à un conseiller en emploi qui vous invite maintenant à un entretien diagnostique. Des jeunes, des entrepreneurs qui ressortent aguerris de ces échanges. Je tiens à féliciter l'ONG pour cette initiative parce que des initiatives comme ça, on en a de plus en plus besoin. La journée a été vraiment intéressante parce qu'on a parlé d'orientation, d'investissement, d'orientation de carrière pour les jeunes qui viennent d'avoir le bac, qui ne savent pas forcément quoi faire, qui finissent avec la licence et qui ne trouvent pas d'emploi. Donc on a également parlé d'employabilité. Et je trouve que c'est des sujets d'actualité, c'est des trucs sur lesquels on a besoin d'informer, de communiquer pour que tout le monde soit au courant. Nous avions des informations de première main, donc qui nous permettent aujourd'hui de mieux connaître ce que les batteries d'actions que l'État a mises en place, donc pour nous permettre d'employer au mieux et aussi pour donner de l'emploi à la jeunesse. L'ONG Change Global World s'engage à rééditer l'initiative pour le bien-être et l'intégration professionnelle des jeunes du 13e arrondissement en particulier et du Bénin en général. Samedi dernier s'est tenue la 2e édition de la soirée Élégance en fête dans la ville de Porto Novo. Devant un parterre d'autorités et d'invités, la maison de couture L'Esprit du Pagne a procuré aux acteurs de la mode un cadre d'expression au travers d'un défilé de mode. ESAE TV y était, voici son reportage. Adjaché, capitale du Bénin, a vibré ce samedi au rythme des collections diverses, de la haute couture, des défilés de mode et bien d'autres. C'est la 2e édition de la soirée Élégance en fête, une initiative de la maison Esprit du Pagne. Ce que nous avons commencé l'année dernière seulement, par votre contribution, vos accompagnements et vos soutiens, nous sommes à notre 2e édition. Et ça, grâce à vous, grâce à mes collègues qui ont cru en moi, qui ont cru en leur talent, qui ont accepté de faire partie de cette soirée, de ce grand événement de la mode à Porto Novo. Ce soir, Espera Sema Saboko offre à ses invités des défilés de divers créateurs, du glamour, du streetwear et du prêt-à-porter. C'était l'occasion pour les organisateurs de cet événement de distinguer et rendre hommage à de grands noms de la mode béninoise, des tailleurs, des artisans et plus encore. On a dédié notre vie à ce métier pour vous sublimer, pour vous démarquer de tout ce que vous avez l'habitude de voir. La mode de nos jours, ce n'est plus pour les tamasséwé, non. De nos jours, il faut aller à son école. Et c'est ce que les étudiants d'Esprit de Pagne sont en train de faire. Je les encourage vivement. Je le félicite beaucoup pour ce qui est fait. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est tellement agréable. Je pense qu'il faut accompagner cet événement et que ça puisse avoir lieu chaque année. Et comme on le dit, plus qu'hier, moins que demain. Donc les années à venir, ça va être davantage meilleur. Des distinctions qui viennent célébrer selon le parrain de l'événement, la culture de l'excellence. C'est un grand plaisir de vous avoir reçu ici ce soir. Vous avez honoré de votre présence, vous avez rehaussé la soirée. C'est pas pour ça qu'on vous donne cette distinction, c'est pour ce qui a été et aussi pour ce qui sera. Donc nous vous remercions pour votre présence et nous vous souhaitons que du bonheur. Les organisateurs remercient les différents partenaires et les invitent à rééditer leur soutien à l'initiative pour les prochaines éditions. Élégance en fait, c'est pour nous, c'est pour les Porto-Noviens. Je nous en prie, les autorités, accompagner cet événement. C'est pas pour moi, c'est pour la ville de Porto Novo. L'élégance, c'est pas seulement ce que l'on porte, mais c'est aussi ce que l'on dégage. C'est ce que l'on incarne. C'est cet héritage entre ce que
nous héritons et ce que nous inventons. C'est cette petite harmonie-là. Ce samedi 25 octobre était l'occasion pour les acteurs et passionnés de la mode de se réunir autour d'une passion commune et de la célébrer. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 3e édition de la soirée Élégance en fête. Elles sont au total 50 des femmes inspirantes dont le parcours et actions sont désormais immortalisées dans un livre intitulé « L'éveil des femmes, l'éveil du monde ». Signé Yves Pépédé, le livre met en lumière la bravoure féminine dans tous les domaines de la société béninoise. La cérémonie de lancement a réuni à Cotonou plusieurs personnalités, dont Christelle Rondonoubo Aliosa et la marraine de l'événement Claudine Prudencio. EZAE TV pour le reportage. L'histoire, mon histoire, votre histoire peut aussi appartenir aux autres. Christelle Rondonoubo Aliosa, femme d'action et de conviction, dont le parcours est retracé dans L'éveil des femmes, l'éveil du monde. Un ouvrage de Yves Pépédé qui révèle la bravoure d'une cinquantaine de femmes dans différents domaines œuvrant pour le bien-être commun. L'éveil des femmes n'est pas une concession à l'air du temps. Il est une nécessité vitale pour l'équilibre des sociétés. Car selon les mots de Natal, prix Nobel de la paix, les femmes doivent se lever, prendre la responsabilité de changer leur communauté. Sans elles, le changement ne viendra pas. À travers ces pages, L'éveil des femmes, l'éveil du monde met en lumière 50 femmes en déception issues des sphères politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses. L'ouvrage célèbre leur courage, leur résilience et leur contribution à la construction d'un Bénin meilleur. Celles qui ont été reconnues dans cet ouvrage sont certainement des privilégiés. Et notre souhait pour peut-être le tome 2 de l'ouvrage, c'est qu'on puisse aller dans nos villages, dans nos contrées, dans nos hameaux, pour voir ce que c'est que la femme engagée, ce que c'est que la femme debout, ce que c'est que la femme en devenir, ce que c'est que l'amour tout simplement, ce que c'est que le visage féminin dans notre pays. Dès qu'on l'aurait fait, je pense que ce serait le plaisir, le bonheur de nous autres qui avions le privilège d'être vus, d'être encouragés, d'être félicités. Cet ouvrage, que nous puissions lire, que nous puissions jeter un coup d'œil. Si nous avons des filles dans nos foyers, que nous leur faisons lire l'ouvrage, que nous remettons l'ouvrage aux pères de famille. Pour l'auteur Yves Pépédé, ce projet est un cri du cœur, un appel à l'action pour la valorisation du potentiel féminin. En retraçant ses parcours inspirants, il espère transmettre aux jeunes générations la conviction que le progrès du monde passe aussi par l'éveil des femmes. Il faut un nom correct pour comprendre ça. Je sais, quand on dit femme est politique, nous savons tout ce que les gens racontent. Quand une femme réussit à un niveau, si elle n'a pas de faveur par ici, je pense que ce n'est pas vrai. Donc, c'est pourquoi je l'ai choisi. Marraine et préfacière du livre, Claudine Afiavi Prudencio, ministre conseillère à la Santé, a salué l'engagement de ces femmes. Femme de leadership et de vision, elle a rappelé que la promotion du genre reste un levier essentiel pour un développement harmonieux et inclusif. Le lancement de l'ouvrage L'éveil des femmes, l'éveil du monde n'est donc pas un simple acte littéraire. Il est une convocation de l'humanité à son propre sursaut, une invitation à repenser le monde à la lumière du regard féminin. J'ai accepté d'en être la marraine et la préfacière, non comme un honneur protocolaire, mais comme un serment de fidélité à mes convictions les plus profondes. Plusieurs autres femmes ont été mises à l'honneur dans l'ouvrage, dont Marou Fatifa Lola, Maître Alessandre Bédier, Fassinou Alagbada et Cessinou Lucie. Un moment fort en symbole où reconnaissance et inspiration se sont mêlés pour porter un même message, l'éveil des femmes et l'éveil du monde. Cette édition se poursuit. Le Gari Sohui de Savalou et l'huile d'arachide Azimi d'Agonli reçoivent l'indication géographique de propriété. C'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, en abrégé OAPI, qui a remis les certificats d'enregistrement le week-end écoulé. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part
des producteurs et productrices de ces deux produits. À cette cérémonie étaient également présents des personnalités. Quels sont les tenants et aboutissants de cette labellisation? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Canal 3 Bénin. Le premier certificat d'enregistrement vient couronner le Gari Sohui de Savalou et le second l'huile d'arachide Azimi d'Agoli pour leur qualité et le processus spécifique de leur fabrication. Une reconnaissance de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'aboutissement de long processus mis en route depuis 2019. C'est ici même à Cotonou que l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a procédé sous le patronage de Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, en sa qualité d'administrateur de l'OAPI, le Bénin, au lancement le 14 octobre 2019 des activités de labellisation du Gari Sohui de Savalou et de l'huile d'Agolin dans le cadre de la deuxième phase du projet régional d'appui à la mise en œuvre des indications géographiques dans les États membres. Porté sur les fonds baptismaux par les producteurs et productrices de la région des collines et du département du Sou, le Gari Sohui et l'huile d'arachide Azimi d'Agoli ont très tôt élevé leur gamme de par leur identité, leur spécificité et leur réputation historique. D'où la décision des autorités de les sélectionner et de recommander leur reconnaissance par l'OAPI en tant qu'indication géographique. C'est donc dans cette perspective que notre pays, le Bénin, a pris la décision de valoriser nos produits éligibles à travers des indications géographiques protégées afin de valoriser les savoir-faire locaux. Cette reconnaissance et la certification des indications géographiques constituent pour nous des instruments essentiels pour le renforcement de la transformation structurelle de notre économie. Ceci a pour conséquence de faciliter l'accès à de nouveaux marchés, de stimuler les ventes en offrant un avantage concurrentiel aux produits locaux que nous célébrons fièrement en ce mois d'octobre. Ces certificats d'enregistrement du Gari Sohui et de l'huile d'arachide Azimi d'Agoli portent à 3 le nombre de produits béninois ayant reçu le label de l'OAPI après l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada il y a 5 ans. Cette certification vise à sécuriser la production, valoriser et protéger les producteurs contre la contrefaçon et renforcer l'identité du produit au plan national et international. La 6e édition du sommet Climate Change Afrique se tiendra les 27 et 28 octobre 2025 à Cotonou. En prélude à l'événement, une conférence de presse s'est tenue le vendredi dernier à la mairie de Cotonou en présence du maire de la ville, Luc Setonji Atropo, et président du Climate Change, le sénateur Ronan Dantec, du vice-président Luc Yankadja, ainsi que de plusieurs professionnels des médias. Les détails de cette cérémonie de lancement dans ce reportage a signé ESAE TV. Énergie renouvelable, adaptation et biodiversité, enjeux et perspectives. C'est sur cette thématique que va se tenir le sommet Climate Change Afrique 2025 du 27 au 28 octobre prochain. En marge de cette première, plusieurs points ont été dévoilés sur l'événement, notamment le but premier, le financement de plusieurs projets liés au changement climatique. Comme toutes les autres communes du monde font face aux conséquences des dérèglements climatiques, les communes ont donc pris d'importantes initiatives qui ont besoin de financement. La rencontre de Cotonou doit nous permettre de faire un pas important dans la mobilisation de ces ressources afin de financer ces nombreux projets. Les communes du Bénin, à travers l'ANICB, sont en train de mettre en place la maison du climat qui a été présentée lors du 45e congrès de l'Association internationale des maires francophones, une initiative pour concrétiser la contribution des élus locaux à la transition énergétique du Bénin. Ce sommet sera meublé de diverses activités qui vont impacter le domaine. On ne fait pas un sommet juste pour faire un sommet.
On fait un sommet, bien sûr, pour rassembler la communauté locale, pour augmenter finalement la connaissance du sujet de la part de tous les acteurs locaux. Et on a été notamment, nous, extrêmement attentifs à la mobilisation de la jeunesse. Nous aurons, durant ce sommet, l'accueil de la caravane du climat, qui est une caravane de jeunes de toute l'Afrique de l'Ouest qui viendra ici à Cotonou pour ce moment. Nous avons un moment particulier qu'on appelle le Pitch Corner, où nous présenterons une quinzaine d'actions portées par des jeunes béninois dans différents domaines. Donc, mobiliser les jeunes, faire en sorte que la communauté se renforce, que tous les acteurs aient les dernières informations, qu'il y ait les échanges de meilleures pratiques, qu'on renforce cette dynamique. Mais un sommet, c'est aussi un certain nombre de messages qui sont délivrés au reste du monde. Ce rendez-vous s'illustre comme le plus important pour l'Afrique, qui a besoin d'une adaptation. La pratique sur l'action climatique en Afrique, elle est diversifiée. Nous devons donc passer un cap, celui de l'Afrique qui utilise la vulnérabilité comme son moteur de discours politique pour mettre en avant ce que l'Afrique sait faire et comment elle peut le porter à l'échelle, en mobilisant ses ressources et en utilisant les ressources disponibles à l'international comme des ressources de catalysation pour faire de ce qu'on appelle le choc climatique, en fait, de la prospérité climatique, donc celle qui est climato-compatible. Le Bénin va donc être le carrefour des discussions sur le climat du 27 au 28 octobre prochain, avec plusieurs pays qui vont se retrouver à Cotonou. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle a bel et bien eu lieu. Près de 8,7 millions de personnes étaient appelées aux urnes ce samedi 25 octobre 2025 pour élire un nouveau président de la République. 5 candidats sont en lice, notamment le président sortant Alassane Dramane Ouattara, candidat à sa propre succession, Simone Ehifé Gbagbo, ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, ex-ministre, Awa Domelo, ex-ministre, et Henriette Lagou Adjoua, ex-ministre également et fonctionnaire. La commission électorale indépendante CEI a 5 jours pour transmettre les résultats provisoires au Conseil constitutionnel, le juge des élections présidentielles qui proclame les résultats définitifs. Et puis on parle sport dans cette édition. La Confédération africaine de football a rendu public jeudi dernier le calendrier complet de la Coupe d'Afrique qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les Guépards du Bénin connaissent désormais les dates et heures de leurs matchs de groupe. Logés dans le groupe D, les Guépards affronteront pour leur entrée en compétition les Léopards de la RD Congo le mardi 23 décembre 2025. Leur deuxième sortie sera face au Botswana, puis disputeront leur troisième match contre les Lions de la Teranga du Sénégal. La Côte d'Ivoire, champion en titre, va essayer de défendre son titre face aux autres cadors du continent, excepté les Black Stars du Ghana. On parle à présent de la Ligue professionnelle de football, la saison 2025-2026. La 5e journée de la Ligue a livré son verdict ce week-end. Le choc entre Damissa FC et Coton FC n'a pas eu lieu, la rencontre ayant été reportée. Sur les autres pelouses, l'ASPAC s'est illustré de la plus belle des manières en infligeant une lourde défaite 4-1 au Dragon FC. Une victoire éclatante qui relance les Portuaires. Les Buffles FC, quant à eux, ont confirmé leur solidité en s'imposant 1-0 face à US Cavaliers, tandis que AS Sobemap est allé décrocher une précieuse victoire 1-0 sur le terrain de JS Pobet. Dans les autres affiches du samedi, Dadje FC et Ayema FC se sont neutralisés sur un score nul de 0 but partout. Ce dimanche, la journée s'est poursuivie avec une série de matchs très disputés, mais peu prolifiques. Asvo et Espoir FC se sont quittés dos à dos, tout comme AS Cotonou et Audio FC. Enfin, Loto FC et USS Craqué, un but partout.
ainsi que Banigansé et Dynamo d'Abomey, un peu partout également, ont partagé les points. Et voilà, chers internautes, c'est sur ce récapitulatif que prend cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur Fusalité.